Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez à l'écran, c'est une vidéo spéciale 500 abonnés. Beaucoup d'entre vous se sont abonnés cet été, merci à vous. Cela nous permet d'atteindre cette modeste barre symbolique des 500, ce qui fait toujours plaisir parce que ça récompense le travail, les efforts d'essayer de proposer du contenu de qualité. Il y a 122 vidéos sur la chaîne à ce jour. Et à ce sujet, je posterai très bientôt une vidéo à part concernant le contenu de la chaîne et avec quelques annonces. A noter que j'avais des petits soucis de micro, notamment dans la dernière vidéo, mais aussi certaines autres vidéos. Je pense avoir identifié le problème. Normalement, c'est réglé, donc je croise les doigts. Alors, au programme de cette vidéo, l'analyse d'une partie d'Ing Liren contre Anish Giri, qui a été joué avant-hier. Ils ont fait un match en 4 parties lentes. On voit pas mal de matchs ces temps-ci. Il y avait eu un match Grichuk-Yu Yanggi. Et donc tous ces joueurs font partie du top 15 mondial, top 20 mondial, donc des matchs très intéressants, très serrés. Ding Liren, que vous voyez à l'écran, numéro 1 chinois, qui a été déjà dans le top 10 mondial, et qui est encore très proche de ce top 10 mondial, hein, donc vers 2775 à peu près. Hello, et Anish Giri à peu près pareil, il avait quelques points de moins, voilà, il devait être genre 12e mondial à peu près. Ils étaient vraiment d'un niveau très très similaire en termes d'Elo. Donc Anish Giri, voilà, que je vous affiche également à l'écran, le numéro 1 hollandais qui a lui été plus ancré dans le top 10 mondial. Il s'est rapproché même des premières places mondiales. Alors est-ce qu'il a dépassé les 2800? Il était très proche en tout cas. S'il ne les a pas dépassés, il était à quelques dixièmes de points. Voilà, et donc ils se sont affrontés en 4 parties lentes, et nous allons voir la deuxième du match. Donc Ding Liren a les blancs, c'est pour ça que je l'ai mis en bas. Anish Giri a les noirs. Et on est parti pour cette analyse. Alors E4, E5, donc début qu'on rencontre très très souvent au top niveau. Cavalier F3, cavalier C6. Fou C4, une partie italienne qui est revenue beaucoup plus à la mode par rapport à la partie espagnole qu'on voyait nettement plus souvent. Mais maintenant, ils en ont eu vraiment un peu marre de toute la théorie de la défense de Berlin. Voilà, remise au premier plan par Vladimir Kramnik dans son match de championnat du monde contre Garry Kasparov en l'an 2000, et qui encore aujourd'hui constitue une arme vraiment très très solide avec les noirs contre la partie espagnole. Et c'est pour ça que les joueurs maintenant jouent plus souvent des parties italiennes, de manière assez amusante ou paradoxale on pourrait dire, puisqu'on sait que c'est aussi l'ouverture très très prisée par les novices, voilà, qui font leurs premières armes aux échecs. Donc fou C5, on peut aussi bien sûr rencontrer la défense des deux cavaliers, cavalier F6, avec énormément de complications théoriques et tactiques aussi d'ailleurs, par exemple dans la ligne de cavalier G5, où les noirs ont plusieurs réponses ici, et la théorie se développe. Voilà, le coup principal c'est T5, on a un coup aussi assez agressif, fou C5, la contre-attaque Traxler, etc. On peut avoir aussi d'autres variantes différentes dans la vente des deux cavaliers, comme par exemple, pourquoi pas, le gambit écossais, ouverture sur laquelle j'avais fait une masterclass l'an dernier. Voilà, si vous êtes intéressé par cette petite masterclass payante, vous pouvez m'envoyer un petit message. Fou C4, fou C5, petit roc. Donc oui, fou C5 c'est le coup plus solide en quelque sorte. Enfin, cavalier F6 c'est très solide aussi, mais il peut y avoir des lignes plus agressives. Alors que fou C5, on annonce plutôt un jeu lent. Voilà, d'ailleurs le nom de l'ouverture c'est Giuoco Piano. Alors pardonnez mon accent italien inexistant, mais ça veut dire que le jeu va être très lent. Voilà, et souvent c'est des parties qui vont durer longtemps avec beaucoup de manœuvres, parfois très peu d'échanges. Que ce soit de pièces ou de pions d'ailleurs. Voilà, et donc on la rencontre énormément ces temps-ci au top niveau.
Donc petit roc, coup très solide de la part des blancs. Alors effectivement, il y a quand même encore quelques lignes agressives à partir de là. Bien sûr, par exemple, Gambi Evans, qui avait été repopularisé par Garry Kasparov dans son championnat du monde contre Vishy Anand. Garry Kasparov qui fera son retour à partir de lundi dans l'étape rapide et blitz de la Sinquefield Cup. J'espère que vous ne manquerez pas ça. Et notamment commenté en français sur la chaîne de mon ami Kevin, la chaîne Blitzstream, et avec le retour de Vlad Kachiev qui ne pouvait pas manquer cet événement avec le retour de Kasparov, et donc qui commentera à partir de 20h puisqu'il y a décalage horaire. C'est aux États-Unis, donc lundi, mardi, mercredi à partir de 20h, si vous voulez suivre le retour de Kasparov. Et voilà, je parle de Kasparov puisqu'il y a le Gambi Evans sur la position. Sinon C3 D4 aussi, on peut rencontrer jeu assez agressif mais réputé comme inoffensif entre guillemets, si les noirs bien sûr sont bien au point au niveau de leurs connaissances théoriques, sinon ils peuvent assez facilement avoir des problèmes. Alors on revient au coup petit roc. Je vois que j'ai commencé à me lancer dans les détails, il faut que je fasse attention, sinon la vidéo risque de durer 1h30 et on va essayer de ne pas dépasser, allez on va dire 40 minutes. Cavalier F6, attaque le pion, D3 protège, petit roc. Alors je vais pas commenter tous les coups en détail. H3 qui évite un futur fou G4, D6, C3, et voilà. Donc en fait on peut rencontrer assez souvent des joueurs plus inexpérimentés qui jouent avec cavalier C3, avec l'idée fou G5, cavalier D5, vraiment très très connu et répandu, pour essayer de casser le roc de l'adversaire. Puis les noirs, s'ils veulent éviter ça, ils peuvent par exemple jouer H6, I6 qui évite le clouage. Notez que les blancs auraient pu aussi clouer le cavalier ici. Et on aurait pu rencontrer une ligne qu'on va voir juste après sans doute. Donc C3, plutôt que cavalier C3, c'est plus intéressant parce qu'on veut jouer pour le coup D4, qui est très important à la fois dans l'espagnol et dans l'italienne. Donc pour venir prendre l'initiative au centre. A noter d'ailleurs que quand on a cette structure symétrique D3, E4 contre D6, E5, et bien finalement c'est un peu le premier qui arrive à avancer son pion D, que ce soit les blancs ou les noirs, qui pourrait prendre l'initiative, si il arrive à le faire dans les bonnes conditions. Voilà. Et donc évidemment quand on joue C3, on a plus de chances de réussir à faire D4. Les noirs c'est beaucoup plus dur pour eux parce qu'ils ont ce cavalier en C6 qui gêne un peu. Il gêne un peu, d'ailleurs souvent on le voit qu'il bouge par A5 pour embêter le fou ou par E7 pour se diriger vers G6 pour finalement éventuellement laisser passer le pion C afin de réussir éventuellement cette poussée D5. A6 de la part des noirs qui permet éventuellement de cacher le fou en A7 s'il commence à se faire attaquer, puisque C3 ça permet du D4 mais pourquoi pas aussi du B4 avec du A4 et de la prise d'espace sur l'aile dame. Donc A6 joué par Guiri, A4 par Ding Liren. Alors voilà, ce coup qui n'était pas forcément beaucoup utilisé et qui est revenu énormément à la mode avec des nouvelles idées, notamment une idée de cavalier A3, cavalier C2, éventuellement pour aller chercher des cases par E3, fou A7 joué par Guiri, tour E1. Alors voilà, si on veut parler de ce clouage avec fou G5, on peut montrer ici que les noirs sont en mesure de repousser sous avec H6 ou H4 maintient le clouage, G5 se débarrasse du clouage. Alors évidemment, faire très attention quand on joue ce type de coup, puisqu'il faut calculer à chaque fois le coup cavalier prend G5, sacrifice de pièces, contre deux pions du roc, deux pions très importants, et ce clouage sur le cavalier qui pourrait faire mal. Alors on se rend compte ici que c'est difficile pour les blancs d'augmenter vraiment la pression. Ils peuvent amener la dame, mais c'est un peu léger. Le roi peut protéger, et puis on a aussi une manœuvre assez typique des noirs. S'ils ont vraiment besoin de ce cavalier, c'est ramener l'autre cavalier sur la case départ pour se redéployer en D7 défensivement. On voit que ce cavalier n'est pas en mesure de passer par C3 pour venir augmenter la pression, et c'est pas si facile pour les blancs de faire F4 qui sera un assez bon coup d'attaque, puisqu'il y a ce fou en A7 qui cloue le pion sur le roi. Voilà quelques petites informations sur ce sacrifice qui ne marcherait pas très bien ici du coup pour les blancs. Et après fou G3, cavalier H5, les noirs menacent quand même d'encaisser le fou gratuitement puisque ce pion, rappelons-le, est cloué sur la diagonale. Donc le fou doit partir. Et puis eh bien les noirs seraient en mesure d'enchaîner avec G4, qui serait vraiment profitable. Car après H prend G qui est coup normal, fou prend G4, il crée ce clouage qui est
un peu agaçant potentiellement. Puis ils prennent l'initiative. En fait, à l'aile roi, ils prennent une bonne initiative ici. Ils peuvent essayer d'enchaîner des cavaliers F4 à des moments. Enlever le roi, faire tour G8 pour venir sur la colonne semi-ouverte. Il peut y avoir du jeu ici pour les noirs. Hein. Pourquoi pas essayer de ramener ce cavalier à l'attaque par ici avec des perspectives comme cavalier H4 pour jouer sur le clou-ajout, cavalier F4 pour accompagner l'autre cavalier sur cette case. Donc, fou G5, pas incroyable dans cette position. Tour E1, qui protège le pion pour jouer pour cette poussée D4, tout simplement. Et H6, joué par les noirs. Alors, cavalier BD2. Donc c'est vrai que ce serait une question, que se passe-t-il sur D4 ? J'ai pas étudié cette possibilité, mais déjà les noirs peuvent ne pas bouger. Les blancs menacent rien de particulier ici, donc peut-être un coup simplement comme tour 8 pourrait être satisfaisant pour les noirs, qui menaceraient de prendre en D4 avec une attaque sur E4 du cavalier et de la tour. Et puis en 4 cavalier B2, qui sera un coup assez logique finalement pour défendre 4, et bien on aura un problème avec ce pion en D4 puisque notre dame ne défendrait plus. Donc on aura une triple attaque et on perdrait le pion, donc par exemple. Cavalier BD2, donc un coup plus de préparation et de développement. Donc je vous ai préparé quelques petites parties de référence qui ont été jouées sur cette ouverture. L'une d'entre elles est une victoire de Maxime Vachier-Lagrave sur Magnus Carlsen. Cocorico, c'est pas tous les jours qu'un Français peut battre le champion du monde. Alors il l'a fait en l'an. Il y a quelques jours à la Sinquefield Cup, ce qui est quand même plus révélateur et voilà, plus important. Là c'était en rapide, dans cette partie c'était à Paris, au Grand Chess Tour. Carlsen avait joué tour 8. On va juste montrer, il y a eu B4, fou E6, fou prend, et Carlsen a décidé de prendre de la tour, pas abîmer sa structure. Et bon, il y a eu cavalier F1, cavalier E7, cavalier G3, cavalier G6, voilà, on voit les cavaliers des deux joueurs qui ont manœuvré pour se retrouver dans cette position. Et puis Maxime avait pris un peu l'initiative avec D4 au centre, il avait pris l'espace avec D5, donc il avait un petit avantage, mais bon, Carlsen avait bien contré, mais au final il a quand même gagné. Alors je peux vous montrer peut-être une petite séquence de tactique qui était assez sympathique. On va pas regarder la partie en détail, on voit que Carlsen a déjà doublé les tours sur la colonne qui s'est ouverte. Cavalier F5. Et alors une petite tactique de Carlsen, tour prend E4. Qui enlève le support du cavalier F5. Tour prend C8, dame prend C8. Il y a eu cavalier prend D6 fourchette de la part de Maxime Vachier-Lagrave, mais ça marche pas bien puisqu'il y a tour prend E1 échec qui sauve la tour sur échec. Cavalier prend, la dame s'en va. Cavalier revient. Cavalier prend. Et là, joli coup tactique de Maxime Vachier-Lagrave, le numéro 1 français. Fou prend H6. Sorti un petit peu de nulle part, mais évidemment une tactique assez classique. Que les bons joueurs repèrent tout de suite si on leur montre cette position. Puisque bien sûr l'idée sur pion prend H6, ce serait dame prend D5. Après dame prend D5, cavalier fils échec, on fait la fourchette royale, on récupère le pion perdu. Voilà. Donc Carlsen n'a pas pris, il a fait fou D4, Maxime a incité avec dame C4. Comme ça sur pion prend H6, il peut toujours prendre ce cavalier, dame C6, il y a eu l'échange des dames. Le fou est revenu défendre le pion B4, et donc c'était cette finale, après 31 coups, et Maxime Vachier-Lagrave l'a emporté, avec une petite préférence ici pour les blancs, grâce à ses pions isolés, ces deux pions isolés, et il a gagné en 71 coups. Voilà, donc il y a eu fou E6 dans cette partie de la part d'Anish Giri, qui n'a pas peur du doublement des pions. Fou prend E6, pion prend E6, voilà. Alors cette situation, vous pouvez la rencontrer assez fréquemment, en particulier dans cette partie italienne. Et il faut savoir ici que ce bloc de pions est plutôt intéressant. Voilà, c'est pas incroyablement bon, mais c'est assez bien quand même. Ça peut être un tout petit peu fragile parfois. On peut imaginer des coups comme dame B3 qui viennent taquiner un peu le pion E6 en plus du pion B7. Mais c'est quand même très dur à casser. Et puis c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Le contrôle d'une case centrale par ce pion, qui était en F7 auparavant. Contrôle de F5 qui évite par exemple des manœuvres classiques comme cavalier F1, cavalier G3, cavalier F5 qu'on rencontre assez souvent. Et puis ouverture de la colonne F, semi-ouverte maintenant pour la tour, qui peut éventuellement combiner des attaques avec le fou sur A7 sur le pion F2. Donc intéressant, de meilleure dynamique, et même on peut rajouter que ça fait une petite
libération pour la dame, ici, la dame qui peut se diriger sur H5 ou sur G6 en passant par cette diagonale qui s'est ouverte quand le pion a pris en E6. Voilà. Cavalier F1 joué par Ding Liren. Et alors, le lendemain de cette partie, c'est-à-dire hier, il y a eu une partie jouée entre Karyakin et So. Donc c'est tout frais puisque c'était joué hier à partir de 20h heure française au championnat des États-Unis. Il y a eu B4 de la part de Karyakin. Dame E8 de la part de So qui a changé par rapport à une partie Anand Carlsen qui avait eu lieu au mois de juin en Norvège. Carlsen avait joué cavalier H5. Il y avait eu tour A2. Je vais juste montrer quelques coups. Dame F6, cavalier C4, B5. Cavalier revient, cavalier attaque la dame. Et de nouveau ce coup fou E3, fou prend E3. Et Anand avait décidé de prendre du pion. Voilà, alors, très bien pu aussi reprendre autrement, mais il voulait pas que ce cavalier arrive sur la case F4, alors il a décidé de prendre du pion. Et puis après tour à B8, prise. Anand avait un petit avantage, mais finalement il y a eu partie nulle en 34 coups. Voilà, amusant de voir cette structure de pion où les deux joueurs ont repris en E6 avec un pion, et donc structure très symétrique, hein. Tous les pions sont au même endroit en miroir. À part le pion C, voilà, c'est tout, la seule petite différence. Donc B4, Dame E8. Et alors dans cette partie entre Karyakin et So qui a été jouée hier soir, il y a eu cavalier F1, cavalier H5, fou E3 de nouveau pour neutraliser le fou, fou prend, et Karyakin a décidé de prendre de la tour, non pas du pion comme avait fait Anand. Et donc il a considéré que le cavalier en F4 c'était pas si grave et il a manœuvré pour l'échanger. Il y a eu tour B1, B5, tour A1. Dame G6, cavalier G3, attention il y avait une menace de mat sur G2, Dame F6 et cavalier E2, voilà pour échanger ce fort cavalier. Il est reparti, mais c'est quand même une bonne opération. Et puis finalement, il l'a empêché de revenir avec pion G3. Il a échangé une paire de tours, ce qui était pas mal pour réduire le potentiel offensif. On comprendra ça dans la partie Ding Liren et Nishikori. Tour F8, cavalier EG1, donc très solide ici. Hein. Karyakin défend un peu tout. Et puis il a réussi à gagner cette partie en 63 coups de manière très convaincante, mettant encore un peu plus la tête sous l'eau au pauvre Wesley So qui était un solide numéro 2 mondial il y a encore quelques temps, qui avait enchaîné pratiquement un an sans défaite en partie lente. Il était ultra solide, ultra dur à battre et il gagnait des parties de temps en temps. Donc il commence à se rapprocher très près du classement de Magnus Carlsen. Et puis là, dans ce tournoi, il vit un calvaire puisqu'il a perdu 4 parties. Imaginez, un joueur qui ne perd pas pendant un an et qui dans un seul tournoi perd 4 fois. Dans quel état psychologique il doit être avant la dernière ronde qui aura lieu aujourd'hui. Donc, voilà, alors c'est pour dire aussi, c'est pour mentionner que il est sûr et certain, pratiquement, que l'équipe de Wesley So lui-même, ont repéré cette partie entre Ding Liren et Anish Giri qui avait eu lieu la veille. Donc c'est pour vous dire le niveau de préparation des joueurs. Aujourd'hui, il faut faire attention aux parties qui sont jouées un peu partout dans le monde, puisqu'une idée nouvelle peut apparaître la veille et vous mettre en difficulté. Si Karyakin voit une nouvelle idée et qu'il l'utilise et que Wesley So n'était pas au courant, il peut éventuellement se faire avoir. Même si tout est relatif, il a pu aussi trouver cette idée déjà dans son travail auparavant. Hein. On sait que les joueurs trouvent souvent les mêmes idées en travaillant, notamment avec l'ordinateur, et puis en combinant avec leur propre compréhension de la position. Ils peuvent tout à fait avoir les mêmes idées en stock. C'est souvent le cas. Mais voilà, à un jour d'intervalle, la même ouverture qui a été jouée, les 11 mêmes premiers coups, et Ding Liren avait choisi cavalier F1. Cavalier H5, donc toujours cette même idée. Et là, on voit quand même que ça commence à être très dangereux, puisqu'il y a le fou très très bien positionné, le cavalier qui menace de s'infiltrer sur F4, la tour sur la colonne semi-ouverte, la dame qui pourrait rejoindre l'attaque par cette diagonale à un moment donné, et donc commence à avoir beaucoup d'attaques. Il faut faire très attention, et c'est pourquoi Ding Liren décide de neutraliser ce fou d'attaque en A7 avec fou 3. Il y a eu A5 de la part de Giri. En cas de fou prend, eh bien on peut
pourquoi pas reprendre de la tour à l'image de ce qu'avait fait Karyakin hier. Et puis en cas de cavalier F4, préparer cavalier G3, cavalier E2 pour le repousser ou l'échanger. Voilà, ça doit être possible. Il a décidé de faire A5. Il y a eu fou prend A7. Alors là, il doit reprendre soit du cavalier, soit de la tour. Mais dans les deux cas, la pièce devra revenir en jeu plus tard. Essayer de prendre de la tour. Cette tour qui fait rien ici, il faudra la bouger, soit tout simplement revenir en A8. Ou pourquoi pas, certaines circonstances, faire tour A6 pour venir glisser par B6 pour attaquer. Ça peut se rencontrer. 9 qu'on rencontre de temps en temps. Et Dingliren choisit de jouer D4. Voilà, il considère qu'ici il est en position de le faire. Mais ça va pas forcément mettre Guiri en grande difficulté. Guiri qui joue Dame F6. Voilà ce qui lui permettra, en cas de pion prend, cavalier prend, de reprendre éventuellement de la dame. En particulier d'ailleurs pour défendre le cavalier qui serait en face de la dame blanche. Il aurait pu aussi faire pion prend. Et on va avoir un coup assez intéressant. Donc cavalier prend qui attaque le cavalier en H5 avec la dame, qui attaque en E6 aussi. Donc plus ou moins obligé de prendre. On refait c'est prend D, on obtient un centre excellent pour les blancs. Mais cavalier F4. Tour A3, un coup aussi qu'on rencontre de temps en temps. Donc on a vu tout à l'heure que la tour noire pouvait venir en jeu éventuellement par A6. Et bien la tour blanche peut faire la même chose. Alors pas forcément pour aller en B3, mais peut-être plutôt pour aller en G3. Magnus Carlsen avait gagné une partie magnifique en championnat du monde contre Anand avec une manœuvre similaire. Et donc essayer d'amener la tour à l'attaque. Alors là, les blancs ne vont pas être forcément en mesure de déclencher des grandes attaques parce que leurs pièces ne sont pas en position offensive, on le voit. Hein. Plutôt les noirs qui attaquent sur cette aile avec la tour, le cavalier. Et d'ailleurs, ce sont les noirs qui ont un coup très intéressant ici proposé par le module, c'est B5. Quand on voit ce qu'on se dit quoi, un peu bizarre. Puis on prend, et l'idée c'est Dame G5. On menace mat, et on menace le pion. Voilà, on pourra éventuellement reprendre en B5. Alors c'est vrai qu'on a créé un pion isolé en A5, mais aussi un pion isolé chez les blancs en B, donc ça peut s'équilibrer. Et en vérité, les noirs ont un jeu dynamique très intéressant ici. Voilà, bonne initiative. Dame F6, joué par Guiri, du coup. Tour E3, coup prophylactique de la part de Dingliren. Si on fait cavalier E3, qui est un coup assez standard, pour réactiver le cavalier, eh bien le cavalier noir arrive sur F4 et il menace. Cavalier prend H3 et échec, puisqu'il y a la batterie Dame tour ici. Donc en cas de pion prend, on pourrait prendre le cavalier F3 sans protection. Enfin, juste avec la protection de la dame, ce qui est insuffisant pour lutter contre deux attaquants. Donc tour E3 joué par Dingliren, coup qui fait pas forcément rêver, hein, puisqu'on se disait que c'était peut-être le cavalier qui avait utilisé cette case, et puis la tour pas forcément extrêmement bien placée, assez passive. Mais voilà, il défend très bien son cavalier F3. Cavalier F4, du coup, ne menace plus rien, grâce au coup prophylactique de Dingliren. Hein. Donc la prophylaxie, c'est défendre avant que ça soit attaqué. Comme ça, on a de la marge, on peut s'organiser, on n'est pas obligé de défendre au moment où on se fait attaquer. La preuve ici, Dingliren, il peut jouer ce qu'il veut, parce qu'il n'y avait pas de menace cavalier prend H3 échec. Et par contre, il a joué ce qu'il voulait, mais c'était pas forcément incroyable le coup qu'il a fait. Il a fait H4. Alors son idée, c'était assez clair, c'était qu'il voulait faire G3 pour pousser ce fort cavalier d'attaque. Plutôt en vert d'ailleurs. Il veut l'enlever de là, et il pouvait pas le faire avant, puisqu'il perdait le pion. Donc il prépare. Malheureusement, quand même, il est en train d'avancer un pion du roc. Il prépare l'avancée d'un autre pion du roc. Il faut toujours se méfier quand on fait ça. Notamment, plus on s'avance, si c'est sur l'aile où l'adversaire est dominant, si c'est sur l'aile où il est en train de nous attaquer, ça va en général l'arranger. Par exemple ici, pourquoi pas penser à un futur G5 pour les noirs qui permettrait d'accéder plus facilement à l'attaque et au roi blanc. Donc H4, pas la meilleure décision de la partie pour Dingliren. Il aurait pu faire tout simplement cavalier G3 et s'inspirer de la manœuvre que Karyakin a fait hier. Alors s'inspirer, il pouvait pas parce que il avait joué un jour plus tôt que Karyakin, mais bon, c'est une manœuvre très classique pour venir échanger. Donc tour A8, la tour se replace et puis cavalier E2. Toujours pour essayer de se débarrasser de ce cavalier poison. Mais H4 joué par le joueur chinois. Dame G6 répondu par Guiri, menace mat bien sûr. G3 comme il avait prévu, mais menace rien. Voilà, puisque le pion est cloué. Ici, Guiri a joué un coup très logique. Et je vous invite à mettre la pause. Je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent, c'était un peu l'ouverture, il y avait pas mal de choses à expliquer, mais
On rentre dans le milieu de jeu clairement ici. On y est déjà depuis quelques coups. Et ça va être l'occasion pour vous, dans certaines positions, de vous exercer. Et donc je vous invite à mettre la pause pour trouver le coup. Je vous ai donné un petit indice qu'il était assez logique pour les noirs. Alors, bien, je l'avais dit tout à l'heure, hein, cette tour est très mal placée, il va falloir la replacer tôt ou tard. Il a décidé que c'était le moment. Il a fait tour à 8 coups, très logique, les tours sont reliées, puis la tour va pouvoir se diriger, pourquoi pas, vers des cases plus actives ensuite. Une autre possibilité proposée par l'ordinateur, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont trouvé, c'était quand même beaucoup plus difficile, était d'utiliser le passage par A6, B6 pour la tour. Mais auparavant, il décide de prendre en D4 pour éviter tout pion prend E5 qui pourrait être un peu agaçant. Ça nous laisserait, après une reprise, des pions doublés isolés. Pas forcément rêver, même si on va voir que c'est discutable. Donc il prend en D4. Ok, les blancs reprennent. Bon, tout va bien. Et tour A6. Voilà, c'est tour qui veut s'activer, attaquer le pion B2. Mais aussi, pourquoi pas ensuite venir sur cette case B4 pour taquiner le pion D4 et le pion A4. Donc, ça commence à faire une très très belle activité pour cette tour si elle arrive sur la case B4. Disons roi H1 pour les blancs qui attaquent le cavalier s'en va. Dame E2, c'est une variante illustrative, hein, avec bien sûr la complexité de l'ordinateur. Cavalier F6, pression sur E4, mais aussi pourquoi pas venir sur G4 à un moment donné. Le cavalier se réactive, ça a l'air solide, et tour B6 attaque le pion, B3, bon ça a toujours l'air solide, mais voilà, tour B4 attaque le pion. En fait les noirs ont des très belles pièces qui se rendent toutes utiles. Les blancs, ça ressemble à un jeu passif, défensif. On voit la tour 1 qui participe pas, les cavaliers, bon, ils défendent des choses, mais ils attaquent pas. Hein. La tour E3 est purement défensive ici. C'est vrai qu'elle défend plein de choses, hein, mais elle n'a pas une situation offensive. Donc dame D3 pour protéger ce pion. Cavalier G4 pardon, attaque la tour, mais aussi menace une fourchette royale. Attention, il faut défendre. Et voilà, à force qu'on place les pièces sur des bonnes cases, qu'on prenne des bonnes décisions stratégiques, donc au niveau du placement des pièces, on est récompensé tactiquement. Voilà, c'est un classique du jeu d'échecs. Et donc, si vous voulez chercher la tactique pour les noirs, vous pouvez mettre la pause. Eh bien, on sent que quelque chose risque de se produire ici, puisque les 5 pièces noires sont très actives, très bien placées. Donc, cavalier prend D4. On est récompensé par une suite tactique. Obligé de reprendre du cavalier. Cavalier prend F2 échec, fourchette royale. Il faut sacrifier la qualité. Tour prend. Alors au niveau du matériel pur, c'est pas incroyable ce qu'ils ont fait les noirs, c'est à peu près équilibré. Ils ont pris tour et 2 pions contre 2 cavaliers. Donc dans ce cas-là, toute la question est: est-ce que les cavaliers sont très actifs ou pas? Est-ce que les 2 pions sont susceptibles plus tard de menacer des promotions ou pas? Mais ici aussi, ils atteignent ce roi. On menace dame G4 avec dame H3 et évidemment un mat à suivre sur G2 ou sur H2. Et c'est pas du tout facile à empêcher. Donc imaginons tour F1, plus ou moins forcé. Et la tactique continue pour les noirs. Sacrifice de qualité en D2. Dame prend D2, dame prend G3. On est en train de liquider la défense du roi blanc. Hein. On est en train d'enlever tous les pions. Cavalier F3 pour protéger le dernier pion du roc, hein, finalement. Et dame H3 échec. Attention, la tour est attaquée. Il faut se défendre, roi G1, dame G4 échec, la dame revient en défense, mais la dame noire, bien sûr, refuse l'échange des dames, prend un 4e pion pour la pièce, il y a 2 pions passés liés ici pour les noirs, et le pauvre roi blanc n'a presque plus de protection. Donc ici, une position gagnante pour les noirs. Voilà, donc une petite suite d'une quinzaine de coups proposés par l'ordinateur avec cette idée tour A6, tour B6, mais évidemment qui est beaucoup plus puissante quand on intercale un CD-CD, enfin un ED-CD plutôt. Donc oui, au lieu de dire E prend D4, on peut dire par exemple en abrégé ED, on entend parfois ça, juste de dire que le pion E passe en D pour prendre, voilà. Puis après, si les blancs reprennent avec C prend D4, on peut dire CD. C'est pour les feignants. Ok, alors, tour A8 joué par Anish Giri dans la partie. Et il laisse quand même la possibilité aux joueurs chinois de créer des pions doublés isolés. Le joueur chinois le fait, D prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5. Alors pourquoi reprendre du cavalier et pas du pion? Parce que cavalier est assez inutile, il est bien bloqué par le pion.
J'ai déjà entendu qu'il avait les oreilles coupées par le pion. C3 ici. Et bon, et des fois il fait cette manœuvre pour passer par G6 pour rejoindre l'attaque, mais c'est un peu l'embouteillage sur ces cases. Donc il est bien content finalement de prendre E5 et d'échanger un défenseur. Cavalier prend E5, pion prend E5. Et donc nous voici avec ces fameux petits pions doublés isolés sur la colonne E pour les noirs, mais c'est pas du tout grave. On voit que c'est pas du tout simple pour les blancs de les attaquer. Comment attaquer ce pion E5? Bon, il faudrait faire une manœuvre de cavalier. Puis il y aurait juste dame F6 pour protéger par exemple. Et surtout les noirs sont à l'attaque. Les noirs sont à l'attaque, leurs pièces sont beaucoup mieux placées. Alors attention, menace, voilà déjà par exemple, cavalier H3, échec, comme il n'y a plus le cavalier en F3, ça libère pour la tour, menace cavalier échec suivi d'un cavalier point F2 par exemple, ou d'un tour point F2. Donc il faut se défendre, il a choisi de faire F3. Attention, ça fragilise le pion G3. Pour l'instant ça va, il y a le cavalier qui protège, mais méfiance pour plus tard. S'il faisait roi H2, qui est une autre défense contre cavalier H3, bien les noirs jouaient le naturel tour à D8, attaque la dame. Et attention déjà où la dame se rend. Hein. Dame C2 c'est le bon coup. Si on joue dame E1 en se disant quand même c'est bien de protéger ce pion puisqu'il y a la tour en face, on se prend cavalier D3. Ce cavalier F4 hein, qui peut bondir partout. Hein. On le voit dans plusieurs variantes. Et ici il attaque la dame et il attaque F2. En plus d'attaquer B2 mais ça c'est moins important. Mais F2 c'est terrible puisqu'il y a la tour qui pourrait prendre F2. Ou le cavalier. Puis après s'il prend F2 peut-être il va venir sur G4 pour faire une fourchette. Voilà, donc dame C2, il faut défendre plutôt par ici. Cavalier D5, on joue sur le clouage diagonal, en diagonale. Tour E2, la tour enlève. Cavalier F6 revient mettre la pression sur E4. Par exemple F3 pour protéger. Dame H5 attaque le pion F3. Donc on voit à quel point les noirs, ce sont eux qui dictent le jeu. Ils ont l'initiative dans cette partie. À chaque fois qu'ils jouent un coup, c'est eux qui attaquent quelque chose. Et les blancs, eux, ils sont obligés de défendre. C'est ce qu'on recherche souvent aux échecs, si on peut. C'est de prendre l'initiative. Et bien sûr, un joueur qui adorait avoir l'initiative, c'est Garry Kasparov. On y revient. Roi G2, tour F7, tour D1 pour prendre la colonne et essayer d'échanger peut-être une tour. Mais tour D F8 refuse les échanges. Les tours se placent pour attaquer sur F3. Et là, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et il y a une bonne attaque pour les noirs. Même si cette position était bien sûr jouable pour les blancs. Il a choisi de faire F3. Tour A, D8 bien sûr pour les noirs, le coup le plus naturel de la position. On met la tour sur la colonne ouverte, on attaque la dame au passage. La dame bien sûr C2, le cavalier bien sûr H5, encore une fois, hein, les noirs qui attaquent quelque chose hein, pratiquement à chaque fois. Hein. Donc, tour D8 attaque la dame s'en va, cavalier H5 attaque le pion. Voilà, Ding Liren qui défend avec roi H2. Alors c'est quand même des joueurs de classe mondiale, ils sont top 15 mondial, donc ils sont très durs à mettre en déroute, hein, donc il y a des attaques, mais pour l'instant, bien sûr, la position blanche reste solide. Tour F6, tour D1, voilà, on voit à quel point les blancs étaient en retard, ils viennent seulement de développer leur tour A1 au 24e coup, les noirs l'avaient fait un petit peu avant, et ils sont en avance en fait hein, sur les blancs dans les noirs, et voilà encore une attaque sur ce pion F3. Ding Liren a choisi tour D, D3 pour protéger ce pion. Alors ça fait pas rêver hein, les tours comme ça qui défendent latéralement. Encore la tour D3 est sur la colonne ouverte, ça va. Mais la tour E3 elle est bien triste, hein. Elle est bloquée par son pion devant, elle défend le pion par la droite, bon, elle n'a pas grand chose à faire. On essaie d'éviter ce genre de passivité si on peut en général. Il aurait pu faire dame G2. Et après dame F7 qui attaque triplement ce pion. Tour D, D3. Même chose pour défendre. Et G5, on en avait parlé tout à l'heure. Voilà, on utilise le pion H4 pour ouvrir la colonne H sur le roi. Le roi ne doit pas rester là. Et puis G4 qui joue bien sûr sur ce cavalier pas assez bien protégé. Les blancs ne peuvent pas prendre le pion sinon tour, point F1, échec. Ça gagne directement, et du coup, bon, c'est pas encore perdant, mais ça chauffe sur les blancs. Donc tour DD3 joué par Ding Liren. Dame F7, la même chose par Anish Giri, on est dans la partie. Hein. Donc Dame D1, voilà, il protège 3 fois. C'est nécessaire, et puis il se dit quand même qu'il fait une batterie sur la colonne ouverte, pourquoi pas un petit tour D7 pour essayer de trouver un peu de contre-jeu. C'est important dans les situations où vous vous faites dominer de rechercher
du contre-jeu, puisque si vous n'en trouvez aucun, eh bien très probablement vous allez finir par perdre la partie. Alors c'est mec son contre-jeu, mais il fait ce qu'il peut. Voilà. Alors s'il faisait roi G2, tour G6, attention, menace cavalier échec par le clouage, puis c'est la fourchette. Donc le roi doit se redécaler, par exemple dame E7, la dame vient défendre. Bon, c'est pas très clair, ça peut encore tenir côté blanc. Passif, mais solide. Bon, on imagine que les Noirs peuvent encore s'organiser pour continuer, par exemple avec le doublement, suivi d'un G5 comme on a vu tout à l'heure. Peut-être organiser le roi pour laisser passer la tour à l'attaque. Bon, il y a encore des possibilités pour les Noirs, bien sûr. Hein. Ils sont mieux ici. Dame D1, joué par Ding Liren. Tour G6 pour le joueur néerlandais. Et Dame E1, un bon coup prophylactique, encore une fois, de la part du joueur chinois. Attention, si on joue tour D7 dont on avait parlé, après Dame F6, on est en très très grande difficulté. Vous allez comprendre pourquoi un peu après. Dame E1, donc bon coup défensif. Et c'est vrai, quand on voit cette position, on pourrait quand même penser que les blancs sont durs à mettre en déroute parce qu'ils défendent 3 fois ce pion, 2 fois ce pion, avec les 2 tours. Ça a l'air robuste. Dame E7 pour les noirs. Et Ding Liren, quand on a un peu marre de devoir gérer des menaces et des pressions, joue un nouveau coup défensif, mais cette fois pas le bon. Il craque devant la pression exercée par Anish Giri. Il joue roi H3 parce qu'il se dit, oula, attention, peut peut-être avoir certains sacrifices de pièces sur G3 avec après du dame prend H4 échec. Donc il se dit, je vais assurer le coup, je joue roi H3. Comme ça, je protège le pion, mon roi protège finalement, hein, des fois c'est les pions qui protègent le roi, mais aussi le roi qui protège les pions, c'est mutuel. Et il disait que c'était solide, on va voir à la suite de la partie un peu plus tard. Nous allons regarder des variantes sympathiques qui auraient pu se produire si Ding Liren avait joué le meilleur coup défensif, c'est-à-dire dame F2. On comprend un peu pourquoi il n'a pas préféré ce coup, parce que c'est vrai qu'on se met en face de la tour, et donc pourquoi pas les noirs pourraient jouer des coups comme tour G4. Alors c'est pas forcément très fort, mais voilà, c'est un type de coup qu'on pourrait jouer déjà, parce que c'est cloué, avec peut-être des menaces supplémentaires. Mais surtout, ici, il y aurait des coups très intéressants comme cavalier prend G3 quand même. C'est le coup qu'il avait eu peur, hein. Donc finalement c'est pour ça qu'il a joué roi H3, il avait peur de ça. Il avait pas tort, parce que ça peut être chaud bouillant. Après cavalier prend G3. Alors non pas dame prend H4 échec, puisqu'après roi G2, il n'y a pas forcément grand chose. Mais tour F4, on ramène une pièce à l'attaque. Et il y a quand même les 3 pièces lourdes des noirs qui sont à l'attaque. Ici, roi G2 pour éviter les trop gros problèmes, tour prend. Et les blancs ont une pièce de plus, mais déjà c'est contre 2 pions. Donc les noirs n'ont pas fait un sacrifice très important. Hein. Ils ont au niveau du matériel déjà 2 pions pour la pièce. Et les blancs sont sous pression. La manœuvre sans doute des noirs ici, c'est la menace tour H5. Le cavalier peut pas prendre parce qu'il est joué, suivi de tour G5. Il faut se préparer contre ça. Donc il faut ramener une tour en défense. On pourrait tenter de ramener la tour E en défense, puisque la tour D est sur la colonne ouverte. Malheureusement, ce serait la moins bonne tour à ramener. Alors il n'y a pas une différence incroyable entre les deux, mais il y a une petite différence, et le meilleur coup c'est tour D1, donc déjà pas évident. Voyons ce qui se passerait sur tour 1 par exemple. Tour H5. F4 pour défendre latéralement. Ce qui fait un peu peur, hein, puisque ça ouvre encore sur le roi, mais pas trop le choix. Parce que si on joue tour H1, eh bien on a un problème. Et je vous laisse mettre la pause pour trouver lequel. Eh bien c'est une tactique pas très compliquée. C'est tour prend G3, échec. Si on prend du roi, la tour est perdue. Et on se retrouve avec 2 pions de moins et une menace dame H4. Enfin avec une menace de mat en 2 coups, et c'est terrible. On est perdant. Et si on prend de la dame, eh bien malheureusement, on se fait clouer la dame. Alors, c'est pas non plus l'abandon hein, après tour G5, puisqu'on va avoir 2 tours pour la dame, mais on aura 2 pions de moins. Donc ce sera très très difficile quand même à jouer. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure une illustration de ce type de finale, parce que je sais que souvent les joueurs se disent bon, ça donne quoi le combat 2 tours contre une dame? Et même par exemple 2 tours contre dame et 2 pions, ok, on comprend que c'est mieux pour la dame, mais comment on fait pour jouer? Comment ça se passe? Ben, on verra ça tout à l'heure.
Donc c'est vraiment la vidéo spéciale 500 abonnés où j'essaie d'aller dans le détail de plusieurs choses, de vous offrir un maximum de positions, de finales, de techniques et d'astuces. Alors donc F4 c'est mieux. Pion prend, dame prend, pion E5. Avec une situation très peu claire. Les blancs tiennent le choc pour l'instant. Et évidemment les noirs ont assez de compensation pour le cavalier puisqu'ils ont déjà 2 pions et en plus passé lié pour des éventuelles finales. Et puis, grosse attaque sur ce roi qui n'a plus aucun pion de protection dans son roc. Peut-être qu'il faudrait qu'il envisage de traverser le jeu pour se diriger dans l'autre roc, dans le grand roc. Évidemment, c'est très dur de traverser un échiquier comme ça. Par exemple, si on commence à traverser ici, et boum, on perd la dame par clouage, donc c'est très dur. Pardon. Excusez-moi. Alors, donc cette position qui était possible après dame F2, c'était critique. C'était critique cette ligne avec dame F2 et donc Anish Giri aurait pu sacrifier son cavalier sur G3. Nous allons maintenant continuer la partie. Il y a eu roi H3 et vous pouvez mettre la pause pour découvrir le magnifique coup que Anish Giri a joué dans cette position. Alors, si vous avez trouvé tour prend G3 échec, bien joué, magnifique sacrifice de tour de la part du joueur néerlandais. On avait vu des cavaliers prend G3 tout à l'heure, maintenant c'est tour prend G3, c'est plus violent, c'est plus puissant. Et il utilise à merveille le coup roi H3. Pardon. Le coup roi H3 qui a été joué par le joueur chinois. Tour prend G3, échec. Ça, c'est pas pour plaisanter. Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur Anish Giri, un joueur qui avait été un peu moqué par l'ensemble des spectateurs, des commentateurs parfois, parce qu'il faisait beaucoup de parties nulles. C'est vrai que c'était un peu exagéré. Parfois, il pouvait faire un tournoi 14 parties nulles en 14 parties. Et pourtant, il y avait quand même du jeu entreprenant à l'intérieur de ces parties. Alors, pas toujours, évidemment. Parfois, il se contentait de jouer solide. Mais il y avait des choses qui montraient qu'il pouvait être un joueur entreprenant. D'ailleurs, quand il était un peu plus jeune, et alors il est encore très jeune, quand il était encore moins de 20 ans, il jouait un jeu assez agressif. Et depuis à peu près 1 an, je dirais, il a changé son style. Il s'est dirigé vers des choses beaucoup plus agressives. Alors ça n'a pas forcément payé au début parce qu'il a quand même perdu des points Elo. Il a redescendu, il est sorti du top 10. Mais on remarque quand même maintenant que ça commence à payer puisqu'il est en train de revenir dans le top 10 et notamment avec certaines parties d'attaque assez spectaculaires. Je pourrais vous recommander d'ailleurs la partie qu'il a jouée contre Aronian au Grand Chess Tour. Alors je sais plus si c'était l'étape de Paris, je pense que c'était Paris. Sinon c'était Louvain. Donc c'était en rapide peut-être ou en blitz, mais magnifique partie d'attaque. Et là encore, voilà ce sacrifice de tour, tour prend G3. Cavalier prend G3. Cavalier F4 échec. Donc voilà ce cavalier qui arrive sur cette case F4. C'était un peu la thématique de la partie. Il avait été empêché, il avait été chassé par le coup de pion. Et maintenant qu'il y a eu tour prend G3, enlève le pion, récupère cette case et sur échec. Puisque le roi est monté en H3. Donc roi H2, ben obligé. Alors évidemment, si on monte en G4, on va se faire mater. En dame F6, on peut plus rentrer à la maison. Et puis il menace dame G6 mat. Si on empêche, on se prend dame G5 mat. Bon, c'est vite réglé. Cavalier F4 échec, roi H2. Dame prend H4 échec, évidemment. Roi G1, obligatoire. Et alors ici, nouvel exercice pour vous. Comment continuer l'attaque avec les noirs après avoir sacrifié une tour? Vous pouvez mettre la pause. Tour F6. Bon, coup assez logique en un sens, puisqu'on ramène la pièce à l'attaque et on menace ce terrible. Tour G6 qui poserait, qui gagnerait le cavalier. Donc assez élégant quand même comme coup d'attaque. Il a sacrifié une tour entière. Enfin entière, presque entière. Il a 2 pions pour la tour. Voilà, on compte pas vraiment les pions pour la tour, on compte les pions pour la pièce, puisque effectivement si on en a 3, on arrive à la valeur d'une pièce. Si on en a 2, on est déjà plutôt pas mécontent, même si c'est pas suffisant.
Mais contre une tour, là, c'est... On compte plutôt, on espère avoir par exemple au moins une qualité. Avoir une pièce et des pions. Et donc tour F6, coup très calme, mais très menaçant. Tour G6, c'est juste mortel. Et c'est ingérable en fait pour les blancs. Enfin, ils peuvent essayer, mais c'est très dur. À noter bien sûr ici que j'espère que personne n'a fait l'affront de prendre la qualité avec ce cavalier incroyable qui vaut beaucoup plus qu'une tour dans cette position. Un cavalier d'attaque fantastique. Peut-être il vaut 6 ou 7 points. Alors que cette tour bon, est à la peine, hein, même si, malgré le fait qu'elle soit sur la colonne ouverte. Donc bien sûr on ne prend pas cette qualité puisqu'après tour prend. On aurait 2 pions pour la pièce, mais bon, c'est trop dommage. Et on n'a plus trop d'attaque, hein, puisqu'on a que dame et tour. Et là, c'est très léger. Il suffit de faire un coup comme roi G2. Pour les blancs, c'est très solide. Donc là, ce serait vraiment raté. Vraiment coup horrible. Cavalier prend D3. Donc certainement pas. Tour F6 à l'attaque. Tour échec de la part de Dingliren, roi H7 et tour D2. Ok, il faut revenir en défense. Sur la deuxième rangée, il n'y a pas de choix hein, si on veut défendre le cavalier. Donc tour G6 bien sûr, Danishgiri qui attaque ce cavalier. C'est la pointe de l'attaque. Et donc il joue qu'une tour de moins, mais son attaque est simplement irrésistible. Donc il y a eu tour G2 de la part de Dingliren. Bon, pas trop de choix. En fait, il y avait quand même un petit choix. Et c'est là que je voulais vous montrer une finale illustrative du combat. Alors, tour H2, du combat dame contre 2 tours. Tour H2, attaque la dame. En fait, on aimerait bien que les noirs fassent dame prend G3, ça échangerait les dames, du coup notre roi serait tiré d'affaire. Alors les noirs seraient quand même pas si mal dans cette circonstance, puisqu'ils auraient 2 pions pour la qualité. Mais c'est pas leur rêve, hein. Ils préfèrent garder les dames, donc tour prend G3 échec, bien sûr. Le roi doit rester au contact de la tour, sinon elle est perdue. Et cavalier H3 menace tour G1 échec justement. Alors menace plus ou moins parce que attention on est cloué quand même. Donc c'est une idée qu'on peut avoir en tête mais il ne faudra pas faire tout de suite. Il faudra préparer avec un coup comme dame G5. Ou pourquoi pas dame F4. Voilà, c'est les prochaines idées des noirs, dame F4, dame G5. Et l'attaque est terrible. Donc dame F1 par exemple, dame G5. Tour E1 pour venir défendre. Alors si on fait tour prend H3, malheureusement après tour prend H3 échec, dame prend H3, dame prend E3, on perd. On repère la tour et on a 2 pions de moins dans une finale de dame, donc c'est juste perdant en fait. Hein. Si on prend E6, il prend F3 sur échec et il prend E4, enfin il prend tout. Donc tour E1. Et voilà, c'est là que les noirs gagnent la dame, mais restent avec dame contre 2 tours. Alors dame E3, attaque le pion. Et c'est ça que je voulais vous montrer un petit peu, même si je vois qu'on est déjà à 47 minutes. Mais je voulais quand même vous montrer, c'est pas grave, c'est la vidéo spéciale. Si ça doit faire plus d'une heure, ça fera plus d'une heure. Quitte à ce que vous la fassiez en plusieurs fois. Que vous la voyez en plusieurs fois. Donc je vais vous montrer un tout petit peu, hein, ça va pas être super long. Comment pourrait se dérouler ce combat dame contre 2 tours. Alors c'est pas un combat super équilibré dans cette finale là, puisque les noirs ont quand même 2 pions d'avance. Alors 2 pions d'avance qui peuvent à moitié compter comme 2 pions d'avance, puisque bon, il y a ces pions doublés, là c'est un 3 contre 3, et en fait ces 2 pions ne sont pas passés liés, il n'y a que le pion H qui est passé. Donc voilà, le combat n'est pas non plus ultra déséquilibré. On va voir comment ça pourrait se dérouler. Tour F1 protège le pion. G6, alors les noirs préparent à avancer du pion passé, hein, très important d'essayer d'avancer le pion passé dans les finales. Tour HF2, donc surprotection du pion. F3, H5 en route, le roi vient, G5 en route, tour sur la colonne, pour essayer de venir trouver du contre-jeu. Le roi vient, accompagné. Tour D7 par exemple. H4, voilà. Et maintenant, attention, parce qu'il faut surveiller le coup H3 échec. Si on prend en C7, on est très rapidement mis en déroute. H3 échec, on ne peut pas prendre sinon on perd la tour, donc on reste au contact de la tour. Et là, les noirs peuvent jouer dame E1, qui est très puissant, avec la double menace dame G1 échec gagne la tour, mais également H2, et cette tour est clouée. Donc par exemple, sur tour prend B7, on peut faire H2. Et on voit que le roi doit prendre le pion s'il veut éviter qu'il se transforme en dame, que les noirs aient 2 dames contre 2 tours, alors ce serait plus la même histoire. Et donc il perd la tour et voilà, c'est fini. Et évidemment, sinon, dame G1 échec qui gagne la tour, pas de problème. Donc après H4, il faut venir en défense avec l'autre tour. Tour D2. G4. Pion prend. Échec.
peut-être pu faire aussi d'autres différemment, mais ça c'est très bien. Ils défendent le pion. Roi G5. Et le roi noir, rien ne lui interdit d'aider la dame dans l'attaque. Voilà, menace. Dame prend G4. Tour G2 protège. Échec, obligé de descendre. Échec, enfin plus ou moins obligé de monter. Puis E4, voilà, on a un autre pion passé. Maintenant on a 2 pions passés et ça c'est terrible. Et je voulais vous montrer cette fin de variante parce qu'elle est très amusante. Les 2 tours qui finalement n'ont jamais vraiment trouvé leur rôle dans cette partie. Plutôt elles étaient doublées sur la 3e rangée pour défendre latéralement le pion F3. C'était pas très intéressant pour elles comme rôle. Et là, elles défendent, elles se défendent entre elles, mais elles font rien d'autre. Elles essayent de défendre un peu leur roi, mais c'est dur. Et après, tour DF2 attaque la dame. Dame E3 échec. Roi H2, H3, attention. La tour est attaquée, et si elle s'en va, l'autre tour est perdu. Heureusement, on a encore un petit coup tour E2. S'il fait échec, on peut faire tour G3, ou roi prend H3 même, ça va. Dame D3. Attention, la tour doit rester au contact de l'autre tour, donc on doit faire tour GF2. Et là, le coup final, E3. Terrible désorganisation chez les blancs, puisque les tours ne peuvent plus se défendre entre elles. Et on perd une tour. Voilà, donc les pions et la dame qui mettent totalement en déroute les 2 tours ici. Notez évidemment que c'était pas un avantage pour les blancs d'avoir un roi faible contre une dame, ça nous fait beaucoup souffrir. Bon, et bien voilà pour cette petite parenthèse. Donc dans la partie, il n'y a pas eu tour H2, il y a eu tour G2. Il défend comme on peut. Et là, c'est le seul moment où Anishgiri a fait une imprécision dans la partie. Il a joué H5. Alors j'aimais bien son idée, parce qu'il se disait, cette tour ne va pas s'en aller, puisque si elle s'en va, je gagne le cavalier. Et j'aime beaucoup cette idée de dire, par exemple, si tu as une pièce clouée, je vois pas pourquoi je vais te la prendre alors qu'elle est clouée. Tant qu'elle est clouée, bah, on pourra la prendre plus tard, elle va pas s'en aller. Là c'est pareil. Malheureusement pour lui, il avait un coup plus puissant. Alors c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais là c'était meilleur de prendre tout de suite. Pour une raison très concrète, hein, c'est qu'après roi prend, on fait H5. Et on va utiliser ce pion H pour terminer le travail d'attaque sur ce cavalier cloué. Ça va être très très dur pour les blancs. Par exemple, on voit qu'on peut pas se déclouer puisqu'on perd le cavalier. Donc on peut pas bouger le roi, on est fixé. On peut pas bouger le cavalier. Et on a beaucoup de mal à s'organiser avec la dame et la tour. Donc par exemple, tour E2. Bon, on peut montrer dame F2, mais c'est pas mieux, puisqu'après dame F4, il y a la menace H4, mais aussi tour prend G3. Par exemple, le roi se décloue son cavalier, mais après tour prend, dame prend, dame prend. On a de nouveau une finale de dame avec 2 pions de moins et perdante. Donc plutôt tour E2. Dame F4, menace H4. Donc très simple, hein, cette suite de coups des noirs, c'est-à-dire qu'on pousse le pion H, on enlève la dame, on veut juste laisser passer le pion et gagner une pièce. Roi H3 pour encore déclouer le cavalier, et dame prend F3. Avec certaines menaces, pourquoi pas, de H4 à certains moments, qui ferait monter le roi à une altitude trop élevée, hein, il serait maté très très vite après sans doute. Bah, par exemple dame G4 mat. Donc tour E3, échec. Roi H2 et H4. Alors il est plus cloué, mais en fait finalement il est quand même toujours cloué, puisqu'il y aurait mat en G2 si il se déplace, et du coup les noirs regagnent la pièce avec une finale gagnante. Voilà, donc là il avait la suite gagnante assez directe. Il prend G2. J'ai bien aimé son idée de garder la pression avec H5, mais ça a permis à Ding Liren de trouver une petite ressource. Bah, il n'avait pas le choix, hein, puisque sinon il était complètement fichu. Il allait peut-être avoir du dame H3 suivi de H4 ou des choses comme ça. Ça peut être assez terrible, ou juste dame G5, enfin du choix pour les noirs, sans doute. Et il a trouvé tour H2, voilà, il est revenu sur cette défense de tour H2 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc tour prend G3, échec encore, roi H1, dame G5. Les noirs restent gagnants, hein, parce que maintenant ils ont 2 pions pour la qualité. Ils ont le méga cavalier d'attaque. Ils ont l'attaque sur ce roi. Ils ont un peu tout ce qu'ils veulent. Hein. Donc dame F1 joué, H4, tour E1. En fait c'est assez frappant de voir dans cette partie quand les pièces blanches elles ont l'air perdues sur cet échiquier. Les tours en particulier. Mais même la dame en fait. Hein. On dirait qu'elles sont sonnées. De tous les coups d'attaque que les noirs ont fait depuis le début de la partie. Là on est au 38e coup hein, quand même. Il y a eu pas mal de coups de manœuvre. Et les pièces blanches, on dirait un boxeur KO qui a été sonné de coups. On dirait il arrive au 11e ou 12e round et il titube, quoi. Il sait plus où il est. H3 de la part des noirs. Donc on voit rien que visuellement c'est ultra puissant.
la position des noirs. Et ils ont un roi super sécurisé. Tour D1, alors voilà, quand on est un peu dans le doute comme ça, on essaie de revenir aux fondamentaux. Allez, la colonne ouverte. Bon, inutile de dire que ça va pas servir à grand chose, malheureusement, pour le joueur chinois. Et 40e coup dame H5 de la part d'Anishgiri qui encore attaque le pion F3, qui aura jamais eu de répit finalement dans cette partie. Et malheureusement, c'est dur de défendre ce pion. Alors, il a tenté la contre-attaque avec tour D7. Bon, ça faisait pas très peur, hein. Et on va juste, ça va être une des dernières variantes qu'on va regarder. C'est que serait-il passé en cas de défense insistante de ce pion F3 par tour F2. Alors évidemment, ça fait pas rêver d'avoir une tour comme ça en défense, mais voilà. Alors tour G2, très fort, hein, puisqu'évidemment on peut pas prendre sinon. Pion prend échec double plus fourchette royale du pion, gagne la dame, hein, donc c'est la totale. Donc tour DD2, dame H4, pression et menace cavalier H5, cavalier G3 mat. Ça fait quand même très très mal. Alors faut juste pas aller trop vite, parce que sinon on peut se prendre tour prend G2 dans de mauvaises circonstances. Alors c'est assez amusant ici, que si les blancs jouent un coup neutre comme B4 par exemple, là les noirs placent ce cavalier H5. En cas de tour prend G2, pardon, H prend G2, comme il y a échec double, c'est le roi qui doit prendre. Et bien dame G5 échec, on a la double attaque et la tour est perdue. D'où l'importance de ne pas laisser cette tour ici. Ce qui fait qu'ici, à la place de B4, il faut jouer un coup comme tour C2 pour l'enlever de là. Et là, c'est assez sympa. Donc pas cavalier H5, puisque maintenant que la tour n'est plus en prise en D2, après prise roi prend, c'est un peu raté. Les noirs ont raté complètement leur attaque. Donc pas ça. Mais C5. Je vais montrer une variante assez fantastique de l'ordinateur, hein, qui nous régale toujours avec des variantes fantastiques. Disons C4. En fait, ce qu'on aurait bien aimé, c'est qu'il joue un coup comme tour D2. Disons C4. Il joue roi G6. Donc il fait des coups d'attente comme ça avec ses tours. Et il joue roi G5. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il attaque avec son roi? Et non, en fait, il prépare la finale. Donc les blancs attendent. Les noirs menacent mat en H2. Donc du coup, les blancs sont obligés de liquider en G2. HG, tour prend, cavalier prend, dame prend. Et là, on voit la pointe de la montée de roi des noirs. Il va continuer sa route. Roi F4, protège la dame et attaque ce pion. Menace dame prend F3. Et les blancs sont tout simplement perdus. Si on échange les dames, le roi prend et il ramasse tous les pions dans la foulée. Et puis si on fait un petit échec, ben, tout simplement il prend, hein. Donc ce roi il est bien en forme. Et même il va commencer à créer des maths peut-être avec l'aide de la dame. Et peut-être qu'il va prendre encore un autre pion. Et donc c'est la razzia, c'est complètement gagnant pour les noirs. Alors je me suis demandé ce qui serait passé si les noirs faisaient tout de suite la variante de dame G3 sans intercaler leur C5, roi G6, roi G5. Et ça gagne quand même, c'est assez instructif, donc on va quand même voir ça. Dame G3, donc menace mat toujours, donc oblige la liquidation. Et on peut échanger les dames. Alors cette finale avec un pion de plus, il n'y a pas de pion passé, mais on gagne quand même. Et c'est instructif, alors on va montrer, ça va pas être très long. Roi H6, roi H2, opposition, hein, puis il y a 3 cases d'écart. Bon, le roi vient, opposition, mais il y a tellement de pions noirs, il peut faire des petits coups de réserve. Donc C5 par exemple, B3, G6, voilà, on utilise les coups de pion et on va obliger ce roi à bouger. Donc C4, dernier coup de réserve pour les blancs, B6, dernier coup de réserve pour les noirs, et le roi blanc doit céder du terrain. Roi F4, roi F2, G5, encore un petit coup de réserve, et en fait on a une idée derrière la tête qui serait par exemple de jouer ici G4. On prend, roi prend, et on va revenir pour gagner ce pion. Ici par exemple notre roi G3, il doit céder du terrain, et puis on vient gagner le pion et la partie. Voilà, donc ça gagne aussi finalement, pas la peine de faire des trucs d'ordinateur en bougeant son roi quand on a encore les dames et les tours sur le jeu pour préparer la finale, même si c'était très élégant. On pouvait aussi le faire tout de suite. Bon, alors voilà ce qui aurait pu se passer en cas de tour F2. Ding Liren en avait sans doute un peu marre de défendre, il a contre-attaqué avec tour D7. Et Guiri aurait pu prendre de la tour pour continuer à attaquer, alors, mais il a voulu sans doute assurer le coup. Il a décidé d'échanger les dames en prenant ce pion. Un point F3, tour point F3. Et il avait compris que cette finale était 100% gagnante. Donc bien sûr, il y a deux pions passés liés et il suffirait de bouger le roi pour éventuellement accompagner le pion H avec le pion G. Bah, bien sûr, on menace mat aussi en un coup ici, donc ça oblige les blancs à se défendre. Il y a eu tour H2 dans la partie. Roi H6, voilà, des clous
tout simplement le pion. Et puis le roi peut aussi accompagner, en fait, tout le monde peut accompagner. Et donc visuellement, on a un gros bloc de pièces noires et de pions noirs qui viennent dans le camp des blancs, en fait. Donc tour D8, bon, si prenant C7, c'était... Voilà, je veux montrer un petit peu justement qu'est-ce qui aurait pu se passer, puisque tout simplement dans la partie, il y a eu tour D8, roi H5, échec, roi G4, tour D1 et cavalier E2 qui empêche tour G1. Et il y a eu abandon de Ding Liren, victoire brillante d'Anish Giri. Et donc on va juste montrer comment ça aura pu se finir cette histoire. Effectivement, les blancs sont totalement dominés. Hein. Le pion peut venir en G5 pour continuer. On peut jouer en G3 si on a envie maintenant qu'il n'y a plus tour échec. On peut continuer la route après. On peut faire tour là, menace tour mat si l'on va être en G3. Bon, c'est la totale. Hein. On va montrer un petit peu. Donc tour prend par exemple, c'était tout à l'heure. Hein, s'il pouvait prendre, quand il pouvait prendre le pion en C7. Donc G5 par exemple. Allez, on dit qu'il double les tours. Tentative de contre-attaque. Bon, le roi vient. Allez, il prend B7. Le roi vient. La tour revient en catastrophe en défense, plus sur roi G3, il y avait les menaces de tour F1 mat et aussi éventuellement d'autres menaces. Donc cavalier 2, voilà, ce coup clé qu'on retrouve, hein, qui empêche tour G1, du coup on prépare éventuellement l'avancée du roi. Alors justement, il nous embête, il veut pas qu'on monte le roi, sinon il gagne le pion, mais on fait cavalier échec. Il joue son roi en G1, alors attention, hein, si je joue roi H2, on a un joli mat en deux coups, échec, hop, et mat. Mat qui fait toujours plaisir avec cavalier, tour, pion, assez classique. Donc roi G1 et cavalier prend E4, on ramasse encore un pion, ce qui crée un nouveau pion passé. Du coup on a 3 pions passés. Donc enfin même visuellement, regardez, c'est totalement écrasant la position noire. C'est juste... maintenant en plus on protège le pion, du coup on peut avancer le roi si on veut, puis enfin on peut faire tout ce qu'on veut simplement. Donc c'est juste 100% gagnant. Voilà, donc grosse domination des noirs dans cette partie. Hein. Pourtant c'est dur de jouer contre un joueur comme Ding Liren, 2777 elo, là je vois que c'est son elo précis au moment du match. Très dur toujours de mettre en déroute ces joueurs quand ils ont les blancs. Et Anish Giri l'a très bien fait ici. Ça fait un peu penser à une partie de Magnus Carlsen. Mais tout de même dans un style très offensif, bon, comme le peut aussi le faire Carlsen, hein, mais joue un peu plus souvent de manière positionnelle. Mais voilà, très très belle attaque des noirs. Alors cette partie, j'espère qu'elle vous a plu, cette analyse, très complète, hein, voilà, on dépasse les 1 heure. Je voulais vous montrer pas mal de choses. J'espère que c'était réussi. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Vos retours me sont toujours bien utiles pour essayer d'améliorer. Donc on a remarqué quoi dans cette partie? On a remarqué ces petites thématiques de pions doublés qu'on a rencontrées, mais surtout des thématiques d'initiative. La prise d'initiative d'Anish Giri dans cette partie était exemplaire. Et elle a été conclue par ce sacrifice de tour très très joli en G3. Tour prend G3 échec, qui met en déroute la défense des blancs. Et ça nous a fait penser à tout à l'heure, quand il y avait un très très bon placement des pièces noires au niveau de cette position de l'ordinateur avec tour A6, tour B6, tour B4. Et c'était le moment d'être récompensé tactiquement par un sacrifice. Cavalier prend D4, on l'avait vu. Et même on a vu après par un autre sacrifice, tour prend D2 pour enlever la défense ici du roi. Et position gagnante. Donc pas mal de sacrifices qui ont fait suite à un bon placement des pièces. Voilà, ça c'est un peu la clé du jeu d'échecs, hein. C'est bien placer les pièces et quand on l'aura fait, on sera souvent récompensé tactiquement par des gains matériels, des fois par des attaques de maths. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une petite vidéo concernant le contenu général de la chaîne. Salut, salut!